Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier Midi Rencontre de l'hiver 2012. Nous accueillons aujourd'hui Stéphane Sinclair, qui est professeur des humanités numériques à l'Université McGill. Sa présentation s'intitule Distance Reading. Est-ce que l'ordinateur nous éloigne trop? Merci. Alors, d'abord, merci d'être venus, si nombreux. Aujourd'hui, comme je mentionnais, je suis un peu enrhumé, alors ce n'est pas ma voix habituelle. J'ai changé le titre, mais seulement sur la diapo, parce que ça faisait trop de texte de le mettre. Mais en fait, c'est ça, on s'intéressera à ce concept de distant reading, qui n'a pas vraiment d'excellente ou de traduction qui est bien connue en français. Alors, on va garder le terme et en parler. Mais l'idée, c'est de voir ce qu'on lit. Par curiosité, combien d'entre vous sont en littérature ou à peu près? Très bien. OK. Alors, je laisse tomber la présentation. En fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans le domaine numérique, il y a des méthodologies de base, il y a des concepts de base qui touchent bien des domaines. Alors, il y a une partie de ce que je vais dire, j'espère, qui sera pertinente dans d'autres domaines. Je vais commencer, si ça fonctionne. Je suis né à Calgary. Je dis ça pour expliquer un peu mon accent anglophone bizarre. J'ai grandi dans une famille francophone, mais à Calgary, mieux connu pour les cowboys que le français. Je commence lentement, doucement là, mais ne vous en faites pas, je ne fais pas une autobiographie complète de mon école et tout ça. Je veux juste mentionner que j'ai fait mes études sur la côte ouest. En 1992, j'ai suivi un cours avec quelqu'un qui s'appelle Bill Winder, qui est au département de français à UBC. Sur le titre qui était en anglais, Applications of Computers to French, ou quelque chose dans le genre. Mais je le mentionne parce qu'à l'époque, c'était vraiment très inhabituel. Et dans ce moment historique où on parle beaucoup de curriculum pour les humanités numériques, comment intégrer, je voulais juste signaler qu'en fait, ça ne prend pas grand-chose pour suggérer ce qui est possible. Un petit cours sous grade m'a vraiment donné l'envie de combiner mon intérêt pour la littérature et pour l'informatique. Donc ma formation est en littérature française, surtout l'Oulipo, ce groupe de mathématiciens littéraires en France qui travaillaient. En fait, l'Oulipo existe toujours aujourd'hui. Les contraintes dans la littérature. Alors, l'idée de base, c'est que toute forme de littérature, que ce soit une pièce de théâtre, un poème, un roman d'un certain genre, est gouvernée par certaines contraintes. Et les contraintes définissent ce genre. Alors, en fait, en innovant, en créant d'autres formes de contraintes, leur idée, c'était de créer d'autres formes de littérature. Alors, c'est contraindre, mais pour aussi épanouir les formes littéraires. J'ai fait j'ai continué mes études à Queens. Et après, mon premier poste était pour créer au début des années 2000 un programme de maîtrise Humanities Computing à l'université d'Alberta. Et ce qui était intéressant là, c'est que c'était un moment où il y avait beaucoup de recherches, pas comparé à aujourd'hui, mais il y avait pas mal de recherches qui se faisaient, qu'on pourrait dire s'appelait humanité numérique. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. J'ai mentionné ce cours, mais c'était très inhabituel. Là, on était à un moment où il fallait penser un programme, un curriculum, ce qui veut dire évidemment aussi qu'il y a tout un ensemble de questions de canonisation du savoir, des pratiques
qui s'est posé et qui était très stimulant à l'époque, de penser à comment ça va pour les individus et les groupes de recherche de travail dans un domaine, mais quand il faut le décrire comme ensemble, cohérent, dans un curriculum, ça pose des questions différentes. Par la suite, je suis allé à l'université McMaster à Hamilton. Il y avait un programme sous grade là de multimédia. Alors peut-être plus proche à certains des pratiques que vous connaissez ici, je suppose, comme groupe. Il y avait plus une préoccupation sur la création, la compréhension à travers la création. C'est-à-dire que, comme vous le savez, en critique littéraire, on fait de la critique littéraire, mais souvent, il y a très peu de critiques littéraires qui écrivent. N'est-ce pas? Alors, c'est un peu bizarre de faire de la critique sur un domaine qu'on n'a jamais nous-mêmes pratiqué. Le programme de multimédia et de ce que je vois dans ce labo, les groupes qui sont rattachés, il y a cet intérêt, cette préoccupation de mieux comprendre à travers la création, la pratique. Plus récemment, en fait, depuis cet été, je suis à McGill. McGill, comme vous le savez peut-être, est une université fière et s'est rendu compte que c'est le moins qu'on se rend compte qu'elle a beaucoup de retard dans ce domaine. Elle veut se rattraper, n'est-ce pas? Donc, une façon de faire, c'est d'embaucher des gens et de commencer à construire un profil de recherche. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent déjà là. C'est juste que c'est pas et c'est probablement le cas pour d'autres universités à Montréal. Il y a des activités que certains appelleraient les humanités numériques, mais que les gens n'appellent pas eux-mêmes les humanités numériques. Et donc, il y a une question de sociologie, de motivation, d'appartenance, etc. Je pense qu'avec l'attention qu'a les humanités numériques dans les organismes comme le CRSH, dans les médias, surtout américains en ce moment, je pense que de plus en plus, que ce soit par opportunisme ou que ce soit par engagement réel, il y aura de plus en plus d'identification avec les humanités numériques. Je suis, comme je disais, ma formation est de la littérature, mais fondamentalement, je me considère un créateur. J'aime créer des choses, j'aime programmer, j'aime essayer de comprendre un problème en créant des logiciels, en faisant la conceptualisation des logiciels, en utilisant des logiciels. Il y a une forme de savoir qui est très différente et très importante, je crois, mais qui est toujours un argument qu'il faut faire, parce que la forme de production savante qu'on connaît le mieux, c'est le livre ou l'article, etc. Moins bien reconnu, évidemment, c'est quelque chose comme un logiciel. Qu'est-ce qu'on fait avec? Voici une photo de moi. On était un groupe de nous dans le bois de l'Alberta. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça dit, mais on s'est fait des t-shirts parce qu'on s'amuse avec ce genre de choses. Real humanists make tools. C'est l'idée que, en fait, d'avoir de la fierté sur ce côté de création. Et que le groupe qui n'existe plus tellement, mais c'était le Text Analysis Developers Alliance. C'est l'idée qu'il y a un groupe de nous, peut-être un peu marginal, mais qui existe quand même, qui est très fier de la création d'outils et de cette forme de savoir. OK. Alors, tout ça pour donner un peu le contexte. Comme j'ai dit, je voulais parler de distant reading aujourd'hui, et pour y arriver, on va faire un petit détournement
pour parler un peu de close reading, ce que ça peut être. Je ne vois pas tellement mes notes à l'écran, mais je ne vais pas l'ajuster. Alors, si j'hésite... Je vais aller très vite, mais comme vous le savez, il y a toute l'histoire du savoir, l'herméneutique comme pratique, l'interprétation des textes. Comme vous le savez peut-être, on associe le dieu Hermès à cette pratique. Hermès qui entre autres a donné le don d'écriture à l'humain, mais aussi, et c'est peut-être quelque chose qui revient par la suite, qui est messager entre les humains et les dieux, n'est-ce pas, qui assure la communication et qui nous inspire le désir d'interpréter les textes. L'exégèse, qui en fait, on parle d'exégète classique dans l'Antiquité, mais qu'on associe plus couramment, du moins dans le vocabulaire populaire, aux exégètes religieux, que ce soit des théologiens talmudiques ou chrétiens ou autres, mais encore une fois, c'est d'étudier les textes. La critique littéraire qui commence à la Renaissance, qui reprend l'idée de Renaissance d'assimiler ou de considérer une question de plusieurs points de vue. Ça peut faire entrer l'histoire, ça peut faire entrer la philosophie, la philologie, la langue, etc. C'est en fait le début d'une approche plus interdisciplinaire. La pédagogie et l'explication de textes, qui vient plus à la fin du 19e siècle. On peut penser entre autres aux États-Unis, en tout cas à Matthew Arnold, l'explication de texte qui est plus la traduction française, mais qui change un peu de préoccupation. C'est plus simplement de mieux expliquer ou d'expliquer un texte, de mieux comprendre un texte, mais il y a aussi le côté d'apprendre aux étudiants à étudier les textes. Et donc il y a le côté pédagogique qui est là. Ce que je veux souligner surtout, c'est que toutes ces approches, toute cette histoire pendant les millénaires, et évidemment, alors là on fait des milliers d'années, et je n'ai pas tellement mentionné les traditions non européennes, mais tout ça est basé sur l'idée de lire attentivement, de façon approfondie un texte. Mais ce qu'il faut savoir, l'image n'est pas très claire peut-être, mais en fait c'est un barrage et on voit des petites fuites d'eau qui passent. Mais si on pense à ce qui est disponible comme livre, comme littérature, on a un peu l'idée de ça. Que, en fait, ce qu'on perçoit, ce avec quoi on peut interagir est tellement une fraction minime de ce qui est disponible que d'une certaine façon, vu d'un certain point de vue, ça en devient un peu absurde, n'est-ce pas? Si on pense que la littérature, c'est tout ce qu'il y a au-delà, et ce qu'ont comme humains, avec nos compétences, mais aussi nos limites physiologiques, cognitives, etc., ce qu'on peut percevoir est en fait une très petite fraction. Alors, si on lit de façon attentive, approfondie, c'est un choix, on fait un choix de texte, ça peut être le choix d'un canon qui est bien établi, ça peut être, on peut se dire spécialiste des textes britanniques du 19e siècle, ça veut dire peut-être qu'on connaît assez bien une centaine, 200, 300, peut-être jusqu'à 1000 textes qu'on connaît assez bien. Mais évidemment, il y a des dizaines de milliers de textes qu'on n'a jamais vus et qu'on n'aura jamais le temps de voir, n'est-ce pas? Alors, il y a un peu cette tension entre lire, connaître un texte et aussi exclure ce qu'on ne lit pas. Pour revenir un peu à mes racines de l'Oulipo, en fait, on a un bel exemple de ça avec les 100 000 milliards de poèmes. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais Raymond Queneau a écrit sur 10 feuilles, il a écrit des sonnets, un sonnet par feuille, et de façon à ce que les différents vers puissent se combiner
entre eux. Okay? Alors, vous avez 10 feuilles à la puissance de 14 possibilités de texte. Il estime que si quelqu'un lisait assez constamment, prenez un peu de temps de dormir, mais pas vraiment de manger, ou peut-être manger en lisant. Ça prendrait dans les 200 millions d'années de lire ce texte. Ce texte aussi a posé des problèmes intéressants du côté juridique. Il y a eu un cas où un étudiant à une université française avait rendu disponible un mécanisme qui permettait de générer son sonnet. Alors, un sonnet à la fois. Évidemment, c'est du point de vue de droit d'auteur, c'est très intéressant parce que le sonnet qui a été créé a très très peu de chances à avoir été lu ni par l'auteur ni par quiconque d'autre, n'est-ce pas? Mais le juge a trouvé en faveur de la famille de Queneau. L'étudiant a été donné une amende de $1. Alors, ça n'a pas été énorme, mais ça a été... $1 par sonnet. Alors, l'idée encore, c'est, même avec ce texte, on n'arriverait jamais à le lire. Qu'est-ce que ça veut dire de le lire? Qu'est-ce que ça veut dire de lire la littérature d'une certaine époque, d'un certain genre? Même de lire un texte potentiel comme celui-ci, ça a très peu de chance. Un des chercheurs qui est peut-être le plus connu pour avoir d'abord défini en 2000, peu avant l'an 2000, mais qui est le plus connu pour en avoir parlé dans un contexte de quelqu'un de crédible dans les humanités, dans la littérature, dans la critique littéraire. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que quelqu'un qui était entièrement en humanité numérique aurait pu dire quelque chose comme ce que dit Franco Moretti, mais personne n'aurait entendu. Vous n'aurez pas eu la même attention que si c'était quelqu'un qui s'était déjà établi en tant que critique littéraire et qui dit « Attends, ça ne va plus pour ce que je veux faire, je vais essayer de faire quelques points pour vous expliquer pourquoi ça ne marche plus. » Alors, pour lui, il s'intéresse à la littérature monde, world literature. Et comment est-ce qu'on peut entrevoir l'idée de faire une étude de littérature monde avec nos méthodes de lecture approfondie, n'est-ce pas? Il y a trop. Il y a trop à lire. Et les méthodologies ne correspondent. Les méthodologies classiques de l'herméneutique, de l'exégèse, de la critique littéraire, de l'explication de texte, etc., ne valent plus pour ce genre de projet. Il fait valoir que si on lit un petit canon de texte, c'est qu'on y attache beaucoup d'importance. Et c'est la seule chose qui peut expliquer notre attention très contrainte sur un petit canon de texte. Pour lui, le plus ambitieux est un projet, c'est-à-dire le plus on veut dire quelque chose sur la littérature monde, le plus de distance ça prend pour pouvoir l'étudier. Le genre de choses qu'on voudrait dire sur l'ensemble de la littérature monde, tout en sachant bien sûr que aucune méthodologie sera forcément... C'est encore dans le mode humaniste, d'argumentation, d'interprétation, etc. C'est pas dans un mode positiviste ou scientifique où on dit quelque chose est absolument le cas. Mais le plus on veut prétendre quelque chose à l'échelle de la littérature monde, le plus on veut étudier une question à cette échelle, le plus il nous faut des méthodologies différentes.
Pour lui, la distance, c'est justement la distance qui permet d'entrevoir des phénomènes à d'autres échelles. Alors, ça peut être des phénomènes à l'échelle géographique, dans un pays par rapport à un autre pays. Du côté du genre, du mouvement des idées, par exemple, tous ces genres de questions, il faut vraiment étudier la question à une grande échelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il permet un glissement entre l'échelle énorme, la vue à 30 000 pieds ou mètres de haut, et aussi en reconnaissant que les méthodologies qui sous-tendent cette vue, qui rendent possible cette vue, c'est les unités c'est les petites unités. Ça peut être les mots, ça peut être les syllabes, ça peut être les phonèmes, etc. La magie, en fait, il ne le dit pas, mais la magie du texte numérique, c'est de permettre ce glissement. Et ce glissement, en fait, infini aussi, n'est-ce pas? Que les parties qui constituent le texte ou l'objet numérique, ces parties-là peuvent être reconstituées à l'infini. Je n'ai pas mentionné, en passant, si vous voulez m'interrompre, si vous avez des questions, sentez-vous la bienvenue. Oui. Non, pas toi, Bertrand. Oui. C'est juste l'idée de littérature monde. Je ne sais pas si c'est... Parce que je sais qu'en anglais, c'est world literature. Mais en français, je pense qu'on traduit littérature universelle. Je sais que c'est pas... Parce que littérature monde renvoie presque à ce que Édouard Glissant disait avec le tout monde et la littérature. Donc, en disant littérature monde, surtout avec un point, avec un trait d'union, ça ne donne pas tout à fait la même notion. Et là, je me demandais si c'est toi qui veux pousser la notion de world literature du côté d'une espèce de totalité encore plus forte, ce que la notion de littérature monde pourrait suggérer, ou c'est juste... Non, il n'y avait pas d'intention spéciale. Alors, comment est-ce que tu définirais littérature universelle? L'équivalent de world literature, donc okay. la littérature du monde entier, ouais. Essentiellement, donc tous les courants. C'est comme ça qu'on traduit en français, en règle générale. C'est fou, là. Universel, ça n'a aucun sens, là, mais ouais. c'est un terme figé. Évidemment, on pense parfois dans ce contexte à la littérature comparée, mais pour la plupart, la littérature comparée reprend les mêmes méthodologies de lecture approfondie, etc. Et le genre de questions que Moretti et d'autres veulent se poser, c'est, à la limite, c'est encore une autre discipline. Une autre, juste pour faire un peu le tour, un autre, en fait là c'est une collaboration, je ne sais pas si vous avez vu la discipline ou le groupe qui voulait fonder la discipline de Culturonomics, je ne vais pas traduire, culturonomie peut-être, et qui en fait ce travail a mené, entre autres, à Google Ngrams. Si vous l'avez vu, c'est un système qui permet de faire des recherches dans l'ensemble des millions de livres qui ont été numérisés par Google. Le nombre exact qui est représenté dans cette collection est un peu difficile à déterminer. C'est certainement des millions. Apparemment, ils auraient numérisé déjà jusqu'à date dans les 15 millions de volumes. Mais dans Google Books, dans Google Ngrams, c'est en fait une partie de ça qui est rendue disponible. Ça nous permet certainement de poser des questions, de voir des choses un peu différemment. Alors, je choisis un peu au hasard des graphiques qui ont été générés. Ici, ici, vous voyez, c'est 1760. Là, c'est 2000. Ici, on a des taux de fréquence relatives. Parce que pour chaque année, il y aura des nombres différents de textes. Alors, c'est en termes de fréquence relative. Ici, on voit ce qui se passe, le terme religion et le terme science qui se croisent.
Évidemment, 18e siècle, 19e siècle, il y a plus de textes qui ont le terme religieux, moins avant l'essor vraiment du siècle des Lumières, le terme science, mais qui se croisent d'une certaine façon. Ça peut être un peu surprenant de voir que la fréquence relative reste assez constante et assez égale dans notre siècle ou dans notre période. Ici, si vous vous intéressez plus aux drogues, on peut s'intéresser à n'importe quoi. Alors ici, c'est en fait, ce qui peut être intéressant, c'est la fréquence de cocaïne dans les textes victoriens surtout, et par rapport aux autres substances. Ce qui est intéressant aussi, c'est la remontée vers la fin du siècle dernier. L'idée, c'est qu'en lisant de façon approfondie un texte, on n'arriverait jamais à poser des questions comme ça ou à générer des hypothèses à ce plan. Je ne dis pas encore que ça vaut la peine, mais je donne ça comme exemple de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je pense que vous avez bien compris ici. Si on voulait comparer la fréquence du S long, qui est souvent numérisé de façon erronée comme un F. Alors ici, en fait, on voit un phénomène qui est dû à l'inexactitude des outils informatiques, mais qui nous permettent d'étudier un phénomène qui peut être intéressant. Alors, à quel moment est-ce que le long S arrête d'être utilisé dans les textes publiés? On voit assez clairement que c'est entre 1790 et 1810 à peu près. En fait, la transformation se fait très très vite, relativement, n'est-ce pas? C'est une autre genre de question qu'on peut se poser. Les deux chercheurs principaux donnent des exemples. Ici, c'est la fréquence des mots, mais en fait, ils s'intéressent à d'autres questions culturelles qui pourraient être intéressantes. Alors, par exemple, en moyenne, pour les gens qui sont connus à une certaine époque, c'est quoi la courbe moyenne de quand on est connu jusqu'au moment où on n'est plus connu? N'est-ce pas? Parce que la plupart des gens qui sont bien connus ne le sont plus après un certain nombre d'années. Mais alors, voici un outil qui nous permettrait, à travers l'objectif d'un ensemble numérisé de textes dans Google Books, de nous poser des questions. Un collègue qui travaille avec Moretti à Stanford, Matt Jockers, on a écrit un article sur un cours qu'il donnait où ça commence un peu l'idée. Ce professeur a mis au syllabus 1200 textes pour les étudiants. Alors, Fait la grève ici. mais évidemment, ça continue. C'est pas des textes que les étudiants doivent acheter ni vraiment lire de la façon dont on l'entend d'habitude, n'est-ce pas? C'est juste que le cours était principalement sur des façons de lire un grand corpus de textes comme ça. Et surtout, il s'intéresse beaucoup à la littérature irlandaise aux États-Unis. Quel genre de questions est-ce qu'il pouvait se poser? Alors ici, on a une œuvre d'art, finalement, peu importe ce que ça représente. Je ne dis pas ça exactement, c'est pas peu importe ce que ça représente, mais ici, c'est une visualisation. En fait, la séparation, c'est une séparation chronologique. On montre le rapport, c'est un graphique force-directed. Certains termes m'échappent, mais
une sorte de graphique qui montre la correspondance dans les mots utilisés de certains auteurs pendant une certaine période. Il y a une séparation chronologique, mais il y a aussi une séparation qui, dans ce cas-ci, est par sexe de l'auteur. Et on voit certainement qu'il y a quelque chose d'assez clair. C'est toujours, et heureusement, c'est pas que c'est une séparation complète, mais on voit que ce que l'outil mesure sans savoir quoi que ce soit de socio-culturel sur les stéréotypes de sexe chez les auteurs, il y a un rassemblement d'auteurs femmes ici et d'auteurs hommes là, et ce qui se reproduit en bas aussi, mais à plus petite échelle. D'autres graphiques qui, en fait, à vrai dire, je ne sais pas exactement ce que celui-ci représente, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est une autre façon, c'est aussi un objet à lire. Évidemment, ici, ça prend un mode d'emploi jusqu'à un certain point. Il faut savoir à peu près ce qu'on regarde pour commencer à formuler des interprétations, mais c'est un autre objet à lire, n'est-ce pas? C'est pas du texte, c'est pas des mots à lire, c'est autre chose qu'on est en train de lire, et pour lequel il nous faut des pratiques, des méthodologies, etc. Je mentionne assez vite un autre ensemble de projets de Metadata Offer New Knowledge, Monk Project. En fait, c'était une tentative de créer une interface pour faire la fouille de texte, mais avec un public littéraire à l'idée. Alors, je vais montrer ça assez vite. Il y avait un certain nombre d'interfaces. Ici, c'était pour étudier la répétition chez Gertrude Stein, qui se répète beaucoup, mais de façon très intéressante. Alors, on a multiplié le nombre de représentations. Ici, on a le texte, et à chaque fois qu'il y a un mot indiqué qui se répète, on descend encore. Alors, en fait, ici, c'est une représentation de l'entropie du texte, combien le texte se répète. Ici, on a une autre représentation où on peut lire, pour un mot qui nous intéresse, on peut lire après, c'est comme une concordance, mais une représentation un peu différente. On a même fait des objets qui étaient censés être plus physiques. Alors ici, on a encore une fois une concordance, ce qu'on appelle en anglais keyword in context. Je ne sais pas s'il y a le terme équivalent, mais une autre façon de lire, d'interagir avec l'objet. Un dernier où on avait, en fait, c'est des représentations des textes au complet, mais on pouvait voir une bande qui nous intéresse à cause d'une répétition qui se produit là, et peut-être de voir quelque chose au sujet de l'espace où ça se répète dans le contexte du livre complet. Alors, ici, on a le livre, ici, c'est pas vrai, ici, on a le Making of Americans, le texte de Gertrude Stein, puis on a, jusqu'à la fin, on a des segments de texte de taille égale. On voit la répétition d'un certain concept représenté et qu'on peut lire de cette façon. Je vais vous montrer un certain nombre de projets auxquels j'ai participé, y compris le Mandala Browser. Alors, c'est en fait une version assez ancienne, mais ça va montrer l'essentiel. On peut demander Roméo et Juliette, Midsummer Night's Dream et The Tempest. Chaque item et chaque réplique est indiquée par un petit point. Je peux demander toutes les répliques par Roméo, toutes les répliques par Juliette. Déjà, ça me montre quelque chose de relatif. Je peux commencer à examiner la taille de façon visuelle entre les deux.
Mais je pourrais par la suite demander, je voudrais savoir qui dit le mot amour. Alors, combien de textes, combien des répliques de Roméo contiennent le mot amour, combien des textes de Juliette contiennent le mot amour. Roméo apparemment en parle un peu plus. Et ici, on a toutes les répliques qui ne sont prononcées ni par Roméo ni par Juliette. Alors, juste une façon différente. Ici, on n'est pas en train de lire le texte textuellement, mais pour chaque item qu'on voit, on peut sélectionner le texte. Et voici où c'est important du point de vue des humanités numériques, dans le contexte littéraire, peut-être historique et littéraire, de pouvoir voir un phénomène et creuser, voir au niveau du texte, lire le texte, parce que finalement, avec notre formation humaniste, de pouvoir revenir au texte est très, très important. Alors, c'est une interface de visualisation pour les données structurées. On peut envoyer du XML, des bases de données, des spreadsheets, des tableaux, etc. On voit l'interaction entre plusieurs termes. Alors, c'est équivalent d'une certaine façon de dire combien de répliques sont par Roméo, on a un numéro. Ensuite, on pourrait faire plusieurs demandes, plusieurs requêtes comme ça. Mais ici, la puissance, c'est qu'on voit l'interaction entre les différentes requêtes. Un principe très, très important dans la conception de cet outil, c'est que tout est visible en même temps. Alors ici, on a, je ne sais pas si ça nous le dit ici, mais on a des dizaines de milliers de répliques qui sont représentées. Alors, la base de données n'est plus autant une boîte noire. On le voit. On voit combien est là. Et on voit l'interaction entre les items qui sont là. On peut les manipuler, on peut les lire. Un autre ensemble d'outils auxquels j'ai travaillé, d'abord avec Hyperpo. En fait, Hyperpo était un outil d'analyse de texte que j'avais commencé à travailler pendant que j'écrivais ma thèse sur l'Oulipo. Hyperpo ou Oulipo, vous voyez un peu les dettes intellectuelles. Par la suite, il y a eu le projet Tapor, qui est un site où vous pouvez, qui était conçu comme site où vous pouvez avoir vos textes numériques et des outils qui vous intéressent et les combiner, mais les combiner de façon persistante et où on peut, par exemple, écrire des petits billets de blog, mais dans un environnement. Alors, l'idée ici, c'était que c'était censé être un portail pour l'analyse de texte. Le projet a été un grand succès, mais pas pour les raisons qu'on penserait. Le portail n'est pas tellement utilisé. Ça nous a fait avancer dans notre pensée de comment on le ferait différemment la prochaine fois. Mais surtout, le projet a été important pour rassembler un groupe de chercheurs qui continuent dans ce domaine et de donner une visibilité à ça à l'échelle globale. Plus récemment, je travaille un outil qui s'appelle Voyant, qui s'appelait autrefois Voyeur, mais que j'ai changé le nom. Si vous faites une recherche pour Voyeur dans Google, vous comprendrez pourquoi ça a été important de changer le nom. J'ai l'impression en français que Voyeur est moins commun dans la forme non marquée sexuellement, mais que ça existe. Alors qu'en anglais, voyeur, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Et donc, voilà, on a changé là. Je vais montrer un petit clip vidéo qui montre voyeur. Alors, on peut télécharger des textes. Ici, j'ai choisi un texte, c'est pour une démonstration que j'ai fait en janvier. Assez vite, on voit... Alors ici, c'est en fait à peu près 259 textes. On voit une visualisation très reconnaissable. C'est comme Wordle, si vous connaissez ça, c'est assez connu comme façon de montrer les mots les plus communs.
j'ai un outil qui permet de lire le texte, je vois les mots les plus fréquents dans le texte, je peux générer un graphique qui compare deux mots différents pour voir comment il y a une interaction, etc. L'idée, c'est pas de faire un atelier sur Voyant, mais de montrer que l'outil est conçu pour essayer d'éliminer les barrières pour commencer à travailler. C'est-à-dire, tu as un texte, ça peut être sur ton ordinateur, tu as un corpus, ça peut être ailleurs sur le web, tu donnes une série de URL, tu l'envoies à Voyant, tu commences à travailler. Okay? Ce n'est pas un outil qui va forcément être très pratique pour les gens qui veulent faire des démarches plus avancées, plus sophistiquées. C'est vraiment conçu pour commencer à travailler. Ça a l'air un peu intimidant comme ça, mais l'idée c'est on va du texte, qui pourrait être un texte imprimé, mais il y a différents affordances. Le terme qui dit affordance. L'interface permet des choses différentes. Donc, si on met la souris au-dessus d'un mot, on voit la fréquence, on peut cliquer sur le mot. Alors, chaque composant de l'interface devient interactif, et c'est surtout ça l'important. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont offerts à l'intérieur de Voyant, mais en fait, il y a un grand nombre d'outils, une vingtaine d'outils qui sont disponibles, mais pas toujours à faire dans l'interface, la configuration de base. Alors, je pense que je vais faire, c'est de montrer juste assez rapidement un certain nombre. Je vais essayer de faire ça en mode... dans la conception de Voyant, c'est la mobilité des outils. C'est-à-dire que ce site est différent de Voyant. C'est pas du tout le même site. C'est un peu comme comment on peut intégrer un clip vidéo de YouTube dans une autre page, peu importe la page, n'est-ce pas? Ici, l'idée, c'est qu'on peut intégrer un outil dans une autre page. Et l'outil est dynamique, c'est-à-dire que c'est pas une image statique, on peut commencer à interagir avec. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis dans ton argument, je peux commencer à explorer moi-même l'argument avec les données qui sont là. Alors, le projet qui m'intéresse le plus récemment, c'est un projet que j'appelle Voyant Notebooks. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Mathematica ici, le logiciel? OK. Alors, l'idée, c'est que... alors, il y a l'idée en informatique, Donald Knuth, au début des années 80, a pensé à l'idée de literate programming. Alors, l'idée, c'était que la programmation ne devrait pas être pour la machine, ça devrait être pour l'humain. Parce que c'est l'humain qui doit revenir et comprendre le code et faire des changements et l'entretien et tout ça. Le concept de base est assez bien reconnu et compris en informatique, mais son idée d'écrire essentiellement des essais avec des petits bouts de code, ça n'a pas vraiment pratique, ça n'a pas vraiment marché. En partie parce que probablement les programmeurs ont une préoccupation plus pragmatique, plus immédiate. Il faut que le code fonctionne. Il y a un souci fonctionnel, n'est-ce pas? Mais je pense que l'idée de base, même si ça n'a pas marché tellement en informatique, est parfaite pour le contexte humaniste ou des humanités. C'est-à-dire qu'avec un peu de connaissances qui nous permettrait de faire, parce que dans les humanités, souvent, on ne veut pas faire exactement ce que l'outil a deviné qu'on voulait faire, on veut faire quelque chose d'un peu différent. On a toujours un peu cette habitude de vouloir l'originalité, de faire quelque chose d'un peu différent. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre une fondation, il faut avoir des compétences de base pour nous permettre de faire ces variantes de quelque chose.
l'idée avec Voyant Notebook, c'est que ça sera une interface. Là, je fais comme ça parce que c'est l'idée, le concept. Vaporware peut-être pour l'avenir, mais c'est le projet qu'on travaille en ce moment, où on peut écrire des idées. Donc, il y a l'explication, il y a le texte, il y a l'interprétation, il y a l'argumentation, mais qui est par moment interrompu ou complémenté par un petit bout de code ou une visualisation ou quelque chose qui permet d'illustrer l'argument ou de montrer l'argument d'un autre point de vue. Alors, le défi technique, c'est de comment créer une interface web conviviale qui permettrait à un public assez grand de pouvoir créer des cahiers de bord ou je ne sais pas, une sorte de herméneutique, une sorte de rhétorique d'analyse de texte. Personne ne veut lire un article avec... Je ne veux pas lire un article avec plein de graphiques et de tableaux et de numéros. Ce que je voudrais lire, c'est les idées, n'est-ce pas? L'interprétation, l'argumentation. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être utile d'aider à démontrer les idées et d'expliquer les idées. Il y a aussi un côté pédagogique. Si tu es étudiant, tu veux apprendre à refaire un peu la même chose que j'ai faite, mais peut-être dans un autre corpus, l'interne de ce qui est là est représenté dans le texte. C'est intégré directement dans le texte. Alors, il y a la complémentarité. C'est la dernière chose que je voulais mentionner. À part le fait qu'à la fin mai, il y a le colloque annuel de la Société pour l'étude des médias interactifs qui pose en tant que nom un certain nombre de problèmes, surtout par rapport à la version en anglais du titre. Mais en fait, c'est ici la société savante au niveau canadien pour les humanités numériques. Et on a toujours été on a toujours été appauvri par le manque de contribution du Québec, de nos collègues francophones. Alors, j'espère que si vous avez des projets qui marcheraient bien dans ce contexte, que vous allez considérer proposer quelque chose pour le début février, le 1er février. C'est une communauté qui est très accueillante, surtout pour les étudiants. Donc, je vous inviterai à venir nous rejoindre. Merci. Et désolé d'avoir pris si longtemps. On a encore le temps quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est quoi? Comment ça? Moi j'ai quelques questions. Juste parce que tu as à peine mentionné le projet Tapar. Qu'est-ce qu'il y a avec Tapar finalement? Les outils restent en ligne. Oui, je dirais que Tapar est maintenant le noyau qui a permis à d'autres choses de continuer. Le site est encore là. On a fait une demande pour une autre subvention de la FCI. On n'a pas ton tour magique, on n'a pas eu. Et finalement, on s'est dit que c'est peut-être la mauvaise orientation pour une deuxième tentative de toute façon. Ce qui nous intéresse plus maintenant, ce que je travaille un peu avec Jeffrey, c'est l'idée d'analyse culturelle avec l'analyse de texte. L'idée, c'est que on aimerait bien faire valoir que si quelqu'un va lire, par exemple, les flux de Twitter pour le printemps arabe, est-ce qu'on veut que ce soit des... désolé s'il y a des informaticiens ici, computer science informaticiens, est-ce qu'on veut que ce soit eux qui lisent ces textes uniquement, ce qui a été le cas jusqu'à présent? Il y a un groupe en Illinois qui s'appelle Humaniste, mais je ne suis pas convaincu.
ou est-ce qu'avec nos sensibilités humanistes, est-ce qu'on aurait une façon de lire ces textes? Mais là, ça nous prend des outils qui permettent de capter littéralement des flux textuels en cours, n'est-ce pas? Et ça devient assez intéressant. Alors, pour ta part, je pense que l'idée de continuer simplement un portail d'analyse de texte, ça ne vaut pas la peine, mais il y a d'autres choses qui pourraient se préparer et j'espère qu'on s'en reparlera. Je vais trahir mon âge d'une certaine façon, mais je regarde ce que tu as montré là, entre autres l'espèce de démonstration toute simple que tu as faite là, de prendre les dossiers thématiques du NT2 et donc avec je crois 15 ou 20 textes là, et de les analyser presque assez rapidement, sans traitement, sans tout un appareillage très lourd et compliqué. Et moi je trouve ça c'est assez extraordinaire parce que en 20 ans ou 25 ans, on est allé vraiment là, de traiter ces 15 textes-là, aurait dû prendre en pré-traitement pour rendre le texte lisible pour la machine. Et ça prenait des heures, des centaines d'heures. Tandis que là, tu as simplement pris le texte, tu l'as dompé dans le répertoire et puis tu es capable de faire des analyses. Bon, évidemment, ce que tu nous as montré, c'est peut-être, bien sûr, c'est la concordance des mots. Mais je sais que les outils développés sont encore plus importants. Mais c'est juste vraiment la facilité avec laquelle maintenant on est capable d'intégrer les données dans ces moteurs-là. Presque spontanément, c'est assez extraordinaire. Je pense que le travail qui est fait, entre autres pour rendre ça disponible, moi je trouve ça extraordinairement important. Donc, non seulement de développer des outils, mais faire en sorte que ces outils-là soient de plus en plus aisément accessibles, moi je trouve ça tout à fait important. Et ce qui était intéressant comme point de départ de ta réflexion, qui est le rapport entre le close reading et le distant reading, bien sûr c'est le rapport aux mots. Entre une surprésence du mot tel que, entre autres, le close reading américain l'a fait dans les années 30 et les années 60. Il y avait quand même là c'était pas juste une expression générale pour parler de l'herméneutique, pour parler de l'interprétation des textes, mais bel et bien une discipline et il y avait en fait un corpus très fort, une démarche très précise. Et il y avait vraiment une importance extraordinairement grande mise sur le mot et ses significations. On voit très bien comment maintenant le distant reading fait en sorte que le mot disparaît. Et l'unité de base n'est plus le mot, mais le texte. Et même là, le corpus. Et entre le mot et le corpus, pour le prendre au terme le plus large, il y a là un écart incroyable en termes évidemment à la fois de modalité d'approche du texte, de capacité d'analyse, de rapport à la langue aussi. Il faut voir entre le close reading américain, disons, et le distant reading, tel que, par exemple, les outils permettent de le faire maintenant, il y a un rapport à la langue qui est complètement, diamétralement opposé. Oui. Et je pense qu'il y a aussi là une rupture importante du rapport au langage qui est en jeu. Et je pense que cette rupture-là, on a tendance à la masquer, à ne pas y penser. Mais il y a là véritablement un rapport important, une rupture. Pour moi, c'est très littéralement une rupture. Oui, un des défis les plus importants, les plus urgents, à mon avis, c'est de faire valoir ce genre d'outils quand l'outil n'est pas... Trop souvent, je pense qu'il y a l'idée que l'outil, le graphique parfait va être le résultat, va être... que c'est téléologique vers ça. Alors que pour moi, jusqu'à un certain point, c'est presque plus des outils comme Google pour nos recherches en général, c'est-à-dire que ça fait partie du processus. J'essaie de convaincre mes collègues de citer les outils comme ça quand ils s'en servent, parce que ça nous aide à chercher d'autres financements, etc. Mais la difficulté, c'est de faire valoir les outils quand les outils, peut-être à la limite et peut-être pour le mieux, disparaissent au cours du processus. Que l'article qui est écrit, ironiquement, on peut écrire un article de close reading, mais en se servant des outils, c'est-à-dire, mais que les outils l'outil ne
survit pas jusqu'au point d'écrire l'article. C'est comme l'échelle, il faut qu'on ait à l'étage, tu n'as plus besoin d'échelle. C'est ça, oui. En fait, je veux un peu rebondir sur ce que disait Bertrand aussi. Quand vous disiez l'importance donc de développer, si vous voulez, dans les recherches, qu'on intégrerait ces outils de visualisation-là. Là, je suis en train de me mettre dans la situation où j'ai un close reading à faire. Donc, j'ai une interprétation de texte à faire, un corpus qu'on va faire de façon habituelle. Et là, je vais vouloir intégrer un outil de visualisation. Et là, quand vous étiez en train d'expliquer ça, je me disais, en fait, ça revient un peu à ce que les humanités ont développé du côté, on va dire peut-être, plus en communication, plus en sociologie. Donc là, on a des statistiques et ce à quoi on est habitué, c'est qu'on va avoir un graphique et on va interpréter les graphiques. Et vous reveniez là, votre réponse avec Bertrand, à cette idée du graphique, là, du tableau. Et là, je voulais aller plus loin, je me disais, parce que moi j'aime beaucoup les tag clouds, j'aime beaucoup ce que font les tag clouds, j'aime beaucoup ce qu'ils représentent. Je ne suis pas encore en train de me dire que c'est plus vite d'avoir un tag cloud. Et là, ce n'est pas une statistique. Et ce que vous avez montré tantôt, il y en avait des tag clouds. Là, c'est des mots qui apparaissent. En même temps, c'est une visualisation qui est très graphique. Donc là, j'intègre ça dans mon close reading, dans mon analyse de texte. Et là, je m'en vais l'interpréter comme je ferais si j'avais mis une statistique. Mais là, vous disiez vous-même, là, il va falloir comme expliquer mon outil. Il va falloir que j'aille à chaque fois revenir vers l'outil parce que tous ces outils-là, effectivement, ils apparaissent et ils deviennent obsolètes. On en a encore un nouveau. Le tag cloud, justement, on n'en met plus sur les sites web parce que c'est fini. Donc, c'est là où, quelque part, la statistique reste encore quelque chose auquel on est habitué, mais le tag cloud, il n'est pas intégré. Et donc, vous disiez, c'est important que mes collègues rajoutent, par exemple, la référence Google ou autre, expliquer qu'on utilise ça, mais dans le fait, dans l'écriture du texte à publier, comment je fais ça? C'est-tu juste des intégrations d'images? Je renvoie vers le site, donc là, je suis de toute façon dans de la textualité en ligne qui fait que c'est une visualisation. C'est comme si on avait la limite du paper. Là, Je me contenterai d'une note en bas de page, si vous voulez bien. Alors, il y a des exemples, comme je montrais, où en fait, ça peut être intégré littéralement et directement, physiquement, si on veut, dans le texte, n'est-ce pas? Mais ça, c'est à l'extrême. C'est là tout le problème de ne pas alourdir le texte avec trop d'explications techniques, etc. Ce qui est une des raisons pour le faire, comme ça, l'intégrer, parce que les outils peuvent être autonomes et renvoyer, s'ils sont dynamiques, ils peuvent renvoyer à des explications au sujet de cet outil. Alors, par exemple, un tag cloud, ça va parce que ce qu'on voit est assez intuitivement compréhensible, n'est-ce pas? Mais comme vous le disiez, dans tous ces outils, il y a de la statistique qui le sous-tend. Et si on va au-delà de quelque chose de relativement simpliste, qui a été d'ailleurs assez critiqué pour l'abus, comme le tag cloud, il faut si on veut, même si on veut lire quelque chose comme le correspondence analysis, il faut un minimum de compréhension de ce qui se passe. Et donc, alors là, je réponds plus à la question, je suis désolé. Mais en tant que concepteur d'outils, ça veut dire qu'il faut qu'on fournisse des explications qui sont assez détaillées pour comprendre, pas trop détaillées pour intimider, pour que les gens ferment les yeux et regardent plus. Pour intégrer dans la recherche, je rigole, mais en fait c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste une note en bas de page pour dire en explorant le texte dans ce corpus. Oui, et c'est même pas, c'est comme c'est peut-être plus des démarches de serendipity,
non. d'écart. Il paraît qu'on peut maintenant dire en français Sérendipité. Ah, ok. Ouais, je vais le dire dans ce Parce cas-là. que c'est ça. c'est tellement impossible à traduire que le terme maintenant semble être passé dans l'usage. Mais dans mon expérience, c'est très rarement des choses comme j'ai montré avec le Ngram Viewer où on voit quelque chose d'assez clair. Mais c'est plus quelque chose qui n'est pas vraiment lié, mais qui me fait penser à autre chose. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec dans le texte? Ça n'a aucun sens de l'expliquer ou de le citer parce que c'est distrayant. Mais idéalement, c'est repris d'une façon ou d'une autre dans le texte. En fait, c'est un outil de recherche, c'est ça qui est intéressant. C'est un outil d'exploration, de découverte, puis à partir de ce moment-là, tu fais les associations comme tu veux dans ton texte, puis tu peux dire que tu peux utiliser l'outil, mais quelque part, ça n'a pas... à moins que tu étudies le phénomène lui-même, c'est plus les découvertes que ça te permet de faire. Oui, mais notre discipline à nous n'est pas encore en train de faire ça de façon régulière. C'est pour ça que j'arrivais vers... Ben, ils n'utilisent pas encore beaucoup ces outils-là. Les humanités, on va dire communication, sociologie, je vais y aller plus anthropologie. Bon, il y a beaucoup de textes où là c'est intégré. Mais nous, tu sais, ça va être la note en affaires, ça va être peut-être une image, un screenshot, puis qu'on aura mis là, mais on est encore dans la démarche du close reading. Donc, même si l'outil nous a aidés à aller chercher dans le corpus, dans la world literature, quand même que moi, je me démarque dans mon close reading et je ne peux pas me baser là-dessus. Oui, l'autre problème urgent, c'est qu'il y a très peu d'exemples avec cet aspect pédagogique qui expliquerait aux étudiants avec nos perspectives comment s'en servir ou l'utilité de s'en servir. C'est vraiment un problème. Il y a une petite question sur la représentation. Enfin, la graphie, c'est un des témoignages finalement une des résultantes finalement de votre outillage. Enfin, la graphie, c'est une représentation. Enfin, je me demandais finalement comment vous réfléchissiez cette représentation-là, enfin, pour arriver quelque part à une neutralité, enfin, propre finalement à l'objet étudié, pour que finalement ça soit uniquement l'objet qui soit étudié et pas la représentation de l'objet qui est étudié. Oui, ben, je ne tiens pas en fait à la neutralité de... Je tiens à assumer, à comprendre la subjectivité de la représentation. Ok, mais cette représentation-là, du coup, s'adapte-t-elle à tous les corpus étudiés, selon vous? Autant que toutes les méthodologies que j'ai pu connaître de close reading ou de... Je vois ça plus comme un autre outil dans l'arsenal de façon à confronter un texte ou un corpus, un plus grand corpus. Il y a encore l'idée, et je suis un peu tiraillé là-dessus, je pense que ces outils permettent de lire les textes qu'on connaît, et probablement on fera de meilleures lectures si on les connaît. Mais ça permet aussi de faire une expérience, faire l'expérience d'un texte qu'on ne connaît pas ou d'un corpus qu'on ne connaît pas. Et là, il n'y a pas d'autre moyen de le faire, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen de lire 100 000 textes d'un journal. Et donc, ces représentations, c'est ce qu'on a. Alors, encore une fois, on doit assumer la responsabilité de comprendre ce qu'on voit et de reconnaître les limites et de reconnaître que peut-être l'outil nous induit en erreur aussi. Ça arrive, Dieu sait que ça arrive avec mes outils. Ça me garde réveillé la nuit. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Et dans un monde idéal, on converge vers un ensemble d'outils assez robustes qui nous donnent la confiance de faire certains énoncés sur des textes qu'on n'aurait pas pu faire sans les outils. Ça répond pas vraiment à la question de représentation, mais je m'inquiète pas trop pour la neutralité des représentations. Ce qui est une autre façon d'exprimer que je ne suis pas vraiment essentiellement
quantitatif, positiviste. Il n'y a rien qu'on explique essentiellement. Il n'y a que des représentations qu'on génère et des interprétations de ces représentations. Je me demandais en fait s'il y a un concept où ces dispositifs de distance reading, imaginez un pendant qui s'appelle distance writing, et qui, au lieu en fait de mettre à disposition ces outils de distance reading avec des analyses textuelles de genre close de nous, est-ce qu'il y a des textes littéraires, enfin numériques, qui relèveraient d'un rapport de ce type-là, en fait, de distance vis-à-vis de ce qui s'écrit? Je suis clair, mais... Oui, ça c'est intéressant. Alors, la génération de texte, c'est peut-être pas ça que vous voulez dire, mais la génération de texte a connu vraiment un succès dans les années 60-70, quand ça semble être possible. Mais tout ce qui a été reconnu comme étant généré par un ordinateur, une fois qu'on le reconnaissait, on disait c'est pas très intéressant. Il y a un autre projet, encore une fois, ça ne répond pas exactement, mais il y a un autre projet auquel j'ai participé un peu, qui est un conjecture generator. Alors, en mathématiques, il y a un système informatique qui génère des théorèmes un peu de façon aléatoire et les tests. Le conjecturator était conçu de façon semblable. Il générait des conjectures sur des textes littéraires ou historiques. Et l'idée, c'était qu'on développerait des façons d'évaluer la pertinence de ces... Là, c'est distant writing, mais de façon critique, n'est-ce pas? Alors, les bots sont corrélés de façon très proche avec Shakespeare, par exemple, ou le début des textes de Shakespeare. Ça peut être complètement banal ou ridicule, mais ça peut, de temps en temps, peut-être qu'on tombe sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu autrement et qui peut être intéressant. Mais là, vous parlez plus de génération, un pendant au niveau écriture des outils de lecture que vous exposez, c'est-à-dire que des outils d'écriture ou des œuvres écrites qui combineraient à la fois des aspects macro-structurels, graphiques aussi, je veux dire, d'un texte ou de... Je sais pas, on pourrait imaginer que tout ce qui est écrit en flux sur Twitter par une personne va avoir en même temps une représentation graphique, statistique de ce flux, je veux dire, comme une onde, comme et ça, j'ai l'impression qu'on n'en a pas trop encore en fait, de ces formes-là, mais en fait c'est un pendant, il me semble, au distant reading, qui serait de l'ordre plutôt d'écriture à la fois macroscopique et microscopique du texte. Je pensais à ça. Oui, non, c'est fascinant d'une certaine façon, puisque les variantes de ces corpus sont des productions. C'est une façon d'écrire aussi, c'est une façon de les représenter. C'est juste, c'est pas des combinaisons, c'est pas forcément des combinaisons comme je pense que vous l'entendez, de nouveaux éléments. C'est une dernière question, monsieur, oui. Vous demandez, bon, on parle beaucoup de big data, puis effectivement, avec Ngram, je pense que c'est dans 3 milliards de pages. Je pense qu'il y a 100 milliards de mots, en fait, c'est énorme. Mais il me semble que souvent, bon, moi j'avais testé NetGram, c'est bon, ça me fait tout ça, mais je me dis, il y a dans la base de données 100 milliards de mots. Moi, je compare 2, 3, 4, 5 mots. Dans le fond, ma question est infiniment simple. Microscopique devant un énorme corpus. Alors, je me dis que ce qui manque, il me semble, c'est des big questions. C'est-à-dire des questions extrêmement complexes. Et c'est comme, vous dirais qu'on repose des questions simples. Combien de fois il y a tel mot dans tel? Ça, c'est banal un peu comme question. Je veux quand même revenir un peu sur. Et puis, je sais pas, je me dis, moi je compare un peu quand ils ont mis Hubble pour les astronautes, ils ont vu tout d'un coup 1000 fois plus d'objets lumineux qu'ils pensaient qu'il y en avait. Alors c'est sûr qu'au début ils sont dit,
ils n'ont pas vu les nouvelles choses qu'ils pouvaient voir. J'ai l'impression qu'on est vraiment au tout début où spontanément, on pose des questions tout à fait simples, mais qui nous ramènent un peu en arrière. Et ce qui nous manque, c'est comme des grandes questions. Et oui. seulement par exemple, quand vous comparez l'exemple de l'occurrence d'amour dans Shakespeare, dans Roméo et Juliette, c'était déjà beaucoup plus significatif parce que là, c'était selon l'énonciateur. Alors là, déjà, ça enrichit incroyablement le texte. Imaginez dans un grand corpus romanesque où on peut comparer le vocabulaire, disons, dans les dialogues, donc dans les personnages, comparé avec le vocabulaire du narrateur. Donc déjà, si on structure le texte comme on respecte comme la structure narrative, argumentative d'un texte, et là, on ajoute à ça une analyse lexicale, ça va, là, on change d'échelle, comme vous dites, on va changer d'échelle, parce qu'au niveau des mots, on est au niveau des mots. Ouais. Donc, quelle grande question J'avais une réponse préparée, mais j'ai oublié. Je suis d'accord. Je ne voudrais pas sous-estimer le fait qu'on peut maintenant répondre à des questions banales, alors qu'avant, récemment, on ne pouvait pas. Alors, il y a déjà ça. Je suis d'accord que les questions en général sont banales, mais je pense que ça continuera à être comme ça tant que les gens se concentreront sur l'outil uniquement, parce que l'outil qui arrivera à suivre quelqu'un dans un processus analytique, synthétique, etc., en fait, c'est un autre humain, ou c'est soi-même, ou c'est vraiment un processus qui demande beaucoup de complexité. Et donc, une interface qui permet ça vraiment, je suis même pas sûr que ça pourrait exister. C'est déjà un processus. Alors, c'est rien qu'on pourrait montrer avec un graphique qui montre la réponse, voilà. C'est presque plus un processus. À la limite, peut-être un clip vidéo qui montre un questionnement et comment on a exploré une question. Ça serait possible, mais je crains que l'interface soit vraiment très, très complexe. Ce qui est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse beaucoup à Voyant Notebooks, les cahiers, c'est parce que ça permet une complexité presque infinie parce que c'est l'expression encore. C'est pas limité à ce que le concepteur d'outils a anticipé comme démarche dans l'interface. Ça inverse le mécanisme, ça le rend disponible. Alors, là, si vous ne posez pas des questions intéressantes, c'est plus la faute de Voyant, c'est de votre faute. Non, je rigole évidemment. Mais non, c'est juste. Ouais. Parce qu'il est 14 Mais peut-être terminer en annonçant que vous avez offert de supporter le déplacement, c'est ça? D'un étudiant pour participer au... Oui, ou la partie du déplacement qui serait couverte par le montant qu'on m'a offert pour... Au lieu d'avoir un cachet pour faire donc la présentation, il le remet au NT2 pour encourager un déplacement à participer au donc, colloque sur les humanités numériques dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui sont intéressés. Merci.